Et coucou Booktube, alors j'ouvre ce nouveau vlog, on est samedi, pas du tout, on n'est pas samedi, je la refais, on est dimanche soir, il est un peu plus de 23 h là, je vais pas tarder à aller me coucher et je voulais quand même vous reprendre aujourd'hui parce que du coup j'ai terminé une lecture et j'en ai commencé une nouvelle. Je suis accompagnée de mon petit café glacé, enfin mon latte glacé là que j'ai fait juste avant mais qui est déjà plus très frais et je meurs de chaud. Je pense comme les trois quarts des Français en ce moment. Mais je ne me plains pas, moi j'aime la chaleur donc je me plains pas trop. Alors la première lecture que j'ai terminée, je vous laissais dans le vlog précédent avec L'Empathie d'Antoine Renan, que j'ai lu donc entre hier et aujourd'hui. Alors c'est une lecture particulière que je ne conseillerais pas à tout type de lecteur et pas non plus à tout type de à tout lecteur de polar parce que vraiment on est sur quelque chose de assez dur, assez trash dans la description des scènes. Et voilà, faut vraiment pas être trop sensible du tout à ce niveau-là. On est sur une thématique, vaut mieux la connaître avant de rentrer dedans, c'est pas un spoil, mais on est sur tout ce qui est crime sexuel. En gros, avec un détraqué qui sévit, qui va avoir plusieurs victimes et la police va le rechercher et va tout faire pour essayer de le retrouver. Au-delà de ça, on est aussi sur toute la psychologie de la cellule, justement de tout ce qui est des crimes sexuels. Alors je ne sais plus, je sais pas si c'est dit dans la 4e de couverture, quel est le nom exact de cette cellule, ça existe, hein, c'est la brigade du viol, voilà. J'espère que je ne vais pas me faire taper dessus par YouTube pour ça, parce que je sais qu'il y a des vérifications en fait ensuite quand on upload les vidéos et qui peut complètement bannir ma vidéo pour un mot. Donc j'essaye de faire attention. Du coup ça s'appelle comme ça. Enfin c'est vraiment ça. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que ça existe vraiment. Faudrait que je regarde sur internet parce qu'il y a la brigade des mineurs, il y a des choses comme ça. Donc là on est sur cette brigade là. Qui va enquêter du coup pour essayer de retrouver ce monstre, parce que c'est pas une personne, voilà. Et au-delà de ça, on est vraiment sur une psychologie autour des deux flics, donc Marion et Anthony, qui sont ce duo chargé de cette enquête-là, et qui vont recevoir les victimes, etc., et être complètement à l'affût et dans cette traque. Au-delà de la traque, parce que j'ai eu quelqu'un en MP aujourd'hui qui me disait justement qu'elle voulait être dans cette traque-là et qu'au final on n'était pas tant là-dessus, effectivement, sachez-le, on est sur la traque mais pas que, mais pour moi on est quand même vachement dessus. On est énormément sur le passé d'autres personnages, en fait, de qu'est-ce qui mène à tout ça. Qu'est-ce qui peut engendrer certaines choses, amener des personnes, j'essaye pour le moins spoiler, je ne cite rien ou quoi que ce soit en termes de contexte, mais comment on peut en arriver là, que ce soit en termes de vie, on va dire. À quel moment on aboutit à telle chose dans une vie et pourquoi, et comment notre passé nous a forgé et quelles sont les blessures qu'on a eues dans le passé. Voilà. On suit aussi une des victimes un peu plus que les autres, de comment on se reconstruit après ça, enfin, qui est très compliqué, de votre vie bascule en fait. Après, on n'a plus du tout la même vie, c'est marqué au fer rouge en soi et c'est très compliqué de continuer à vivre après avoir été victime comme ça. Voilà, pour ne pas trop en dire. Alors, moi j'ai globalement bien aimé. Je trouve vraiment que la grande force du roman, c'est qu'il est extrêmement addictif, il est page-turner. Parce que hier soir, j'arrivais vers la page 200 et je me suis dit, bon, j'arrive à la page 200 et je vais me coucher. Et puis là, je me dis, ah mais il y a ça, allez, encore 10 pages que je comprenne ce qui se passe. Ah mais pendant les 10 pages, il y a encore un événement. Allez, encore 10 pages. Et j'ai fait ça pendant 60 pages, hier soir avant d'aller me coucher, donc je me suis couchée beaucoup plus tard que prévu. Et donc voilà, pour vraiment vous donner une idée de à quel point c'est addictif et où il y a plusieurs retournements de situation qu'on ne voit pas venir. Alors je vais pas vous dire où dans le roman, mais il y a eu certaines choses où je me suis dit ah bah celle-là je l'ai pas vu venir. Et puis on avance, et puis je me dis ah bah celle-là non plus. Je m'y attendais pas. Comment on a switché comme ça. Et c'était très bien vu, c'était très bien pensé. Après, voilà, moi les scènes pour moi elles sont trop trash, certaines. On aurait pu s'en passer je pense.
des descriptions qui sont un peu trop lourdes. Alors heureusement, en fait, j'ai été tellement avertie par ce roman-là que je m'attendais à ce qu'il y en ait encore plus que ça, mais celles qui sont là suffisent. Il y en a quand même pas mal, hein, je minimise pas, mais c'est vrai qu'avec tout ce que j'avais entendu de certaines personnes, je m'attendais à encore plus. Il y en a, vraiment, il y en a. Je vais pas dire le contraire, mais par moments on a des pauses quand même. Là-dessus, à ce niveau-là, j'ai trouvé, où on nous laisse un peu tranquille quand même pendant pas mal de pages, mais on revient sur le sujet, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et on se retrouve... En fait, j'avais l'impression vraiment, le titre l'empathie, et je voulais relire la dédicace. Pour qui est-ce qu'il voulait que j'ai de l'empathie? Parce qu'on se retrouve à avoir de l'empathie pour des personnages qui sont quand même pas hyper blancs. Hein. J'espère que vous aurez de l'empathie pour la poire, Marion et pour les autres. Ouais. Donc bon, je ne vais rien dire, mais c'est sa dédicace, hein, donc je l'ai lu avant de débuter le roman. Mais je trouve qu'il y a un personnage, c'est malaisant d'avoir de l'empathie pour lui. Je comprends, et en même temps, j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, hyper compliqué. Comment certaines choses évoluent, c'est hyper malsain, c'est hyper malaisant. En même temps, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit possible. Est-ce que ça va avec mes valeurs et est-ce que ce en quoi je crois, entre le bien, le mal et tout ça, je sais pas trop, honnêtement. C'est lecture compliquée, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Hein. Il est très bien fait en termes de psychologie et tout ça. Mais voilà, il y a ce côté-là qui m'a dérangée où on en vient à avoir de l'empathie pour des personnes où dans la vie de tous les jours, je pense que je suis pas sûre que j'aurai de l'empathie pour elles, je ne sais pas. Peut-être, mais je pense pas. Et ce côté ultra trash, voilà. Donc sachez-le, voilà, je vais pas en dire plus, mais ce livre peut peut-être traumatiser certaines personnes, donc vraiment soyez avertis avant de le débuter, je veux vraiment alerter là-dessus, que n'importe qui n'aille pas se lancer là-dedans. Et voilà. Et pour le coup, il fait partie des romans, je trouve, où il devrait, et pourtant je suis contre les trigger warnings en polar. Parce que j'ai eu de longues discussions, vous me direz, tiens, en commentaire, ça m'intéresse, ce que vous pensez des trigger warnings en polar. Enfin, ça m'intéresse, je vais lancer un gros débat là. Et des fois, les débats, c'est pas toujours bon. Mais en fait, pour moi, les trigger warnings dans le polar, ça n'a pas lieu d'être. Dans le sens où si on met des trigger warnings, on est obligé d'être exhaustif sur les trigger warnings. Et donc dans ces cas-là, dans un polar, malheureusement, il y a certaines choses qui vont se passer à la fin ou vont donner des indices sur la révélation de l'enquête ou d'autres choses en tout cas qui vont concerner beaucoup de mystères. Et je trouve ça très dommage, du coup, de devoir tout mettre dans un paragraphe au début avec toutes les thématiques. Mais du coup, on révèle des fois à la fin. Donc c'est pour ça que je ne suis pas pour de mettre des trigger warnings dans les polars. Très clairement. Mais là, peut-être juste un astérix pour public averti, quoi. Parce que... voilà. Ah, bon, après, on dirait le résumé... Le résumé, je pense qu'il parle de lui-même. En fait, comme je lis pas les quatrièmes de couve, et s'il y a d'autres gens comme moi... Non, je pense que le résumé parle de lui-même, j'imagine. Non, je pense que le résumé parle de lui-même. Je retire ce que j'ai dit. Mais parce qu'en fait, pour moi, je connais des personnes qui peuvent lire du polar et qui ne supporteront pas ce roman-là. Donc c'est pour ça que je dis... Après, je pense que c'est des personnes qui vont peut-être faire plus attention que moi à ce qu'elles vont lire. Et au roman qu'elles vont choisir. Mais voilà, enfin... Je vais arrêter mon débat sur les trigger warnings, mais ouais, peut-être à la limite un astérix pour public averti, je sais pas. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Après, en même temps, c'est pas du tout mon métier, vous me direz. Mais je sais qu'il y a eu des gros débats avec certaines sur Insta, sur les trigger warnings dans le polar. Moi, je suis pas pour, globalement. Mais avertir, ouais, ça de toute façon, c'est dit dans la quatrième de couve. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est parce que j'ai pas lu la quatrième de couve. Donc, ensuite, je suis partie avec quelque chose de différent totalement et j'ai débuté la dernière liste de Mabel de Laura Pearson que j'ai eu en service presse il y a quelques temps déjà. Justement, je vais regarder quand est-ce qu'il était sorti, dans mes petits papiers que j'avais gardés. Le 15 mai, donc bon, ça va, je suis pas si en retard que ça. Le 15 mai, on est fin juin, j'ai un mois et demi de retard. Ça va.
avec tout ce que je reçois, on va dire ça va. J'aime beaucoup. Je suis à la page 107, je le trouve extrêmement touchant. En fait, j'avais peur, je sais pas pourquoi, ce roman, en fait, il m'a inspiré sur le catalogue. Et là, dans ma palle, il m'inspirait plus trop, je sais pas pourquoi. J'ai regardé des avis sur Babelio avant de me lancer, et en fait, il y avait un peu de tout. Il y avait du très très bon, et il y avait du beaucoup plus mitigé, donc je me suis dit, bon écoute, fais-toi ton propre avis. Et je me suis dit, au pire, tu lis 3 chapitres, parce qu'il y a une personne qui disait que dès le 3e chapitre, elle était chamboulée, etc. Donc je me suis dit, écoute, tu lis 3 chapitres, et puis tu vois ce que toi tu ressens. Et effectivement, moi je fais partie des personnes, il est très très émouvant. On va rencontrer... Mabel, bah oui, c'est le titre. Mabel qui doit faire face au deuil de son mari. Mabel, elle a 80 ans et son mari Arthur décède. Et en fait, bah moi, toutes ces scènes-là, là, du début, parce que je vous spoil pas, hein, il décède chapitre 2, hein, donc rien de... Voilà, rien de spoilant. Donc on les découvre ensemble et au décès. Et moi, tout ça, ça m'a rappelé le décès de mon grand-père avec ma grand-mère qui a dû faire face à ça. Et je revoyais toutes les scènes et de ce qu'elle décrivait, en fait, à un moment donné, ma belle, où elle doit prendre son téléphone et prévenir les gens, prévenir les proches. Alors, elle, ça s'est passé d'une manière plus soft que ce que ma grand-mère a pu ressentir. Mais j'ai revécu la scène de ma grand-mère qui devait passer ses appels téléphoniques à leurs amis, etc., voilà, et en fait qui s'effondrait au téléphone en pleurs et qui était incapable de prononcer les mots que mon grand-père était décédé, quoi. Enfin, et c'est moi des scènes qui m'ont marquée. J'avais 20 ans, j'avais 19 ou 20 ans, parce que j'étais en alternance déjà, je crois, ou j'étais pas encore en alternance. Je vais avoir 19 ans, ouais. Parce que c'était au mois d'octobre. Ouais, 19 ans, j'avais 19 ans. Tant que j'arrive à me remettre, me resituer. Donc. Et du coup, moi, c'est des scènes, donc c'était il y a presque 10 ans, mon grand-père, et c'est des scènes qui m'ont marquée, en fait. Et de voir ma grand-mère dans cet état-là, voilà. Donc c'est... J'ai revécu toutes ces émotions-là, en fait, ce soir, à lire ça. Donc je passe d'un truc hyper trauma à un truc hyper badant. Donc tout est hyper funky en ce moment dans mes lectures, mais j'aime beaucoup, enfin vraiment, moi ma belle elle me touche beaucoup. Là il y a eu une scène beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, avec de la danse justement, etc. Et en fait, son mari quand il décède, elle trouve une liste, et sur cette liste, donc on le sait très rapidement, c'est écrit sur la 4e de coup, il y a écrit « Retrouver D ». Et en fait elle se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Et d'un coup, elle se dit, mais ça doit être ça. Donc elle fait ce choix de essayer de retrouver D. Voilà, pour vous donner un peu le pitch du roman. Et pour le faire pour elle, et aussi pour son mari, en fait. Voilà. Mais moi, voilà, 100 pages que je trouve extrêmement touchantes. J'ai déjà mis 3 post-it. Je pense que ce livre va beaucoup me toucher. Et je pense qu'il aura une importance particulière pour moi par rapport à ce que j'ai pu vivre avec mes grands-parents. Voilà. Donc ouais, ça m'a rappelé plein de souvenirs personnels par rapport à tout ça ce soir. Donc ouais, c'est à la fois émouvant, touchant et un peu dur. Mais dur parce que moi j'ai vécu ça comme ça. Je pense que pour quelqu'un d'autre ça le serait peut-être moins. Mais il y a des choses là vraiment qui ont tellement fait écho. Et je me revoyais en fait justement ce soir-là, après que ma grand-mère ait appelé tout le monde, envoyer un texto à ma grand-mère le soir en allant me coucher, en lui disant, enfin, mamie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là, si t'as besoin, tu m'appelles, voilà. Puis je lui avais fait un message, je sais plus ce que j'avais écrit exactement. Et en fait, ma grand-mère m'a dit après, plus tard, que ce message-là, elle leur lisait tous les soirs avant d'aller se coucher, et qu'il l'avait tellement touchée que, voilà. Enfin, je vais en repleurer de vous dire ça, mais ouais, moi c'était... Ma grand-mère, j'avais une relation très particulière avec elle, enfin on était très très proches, et du coup là je revis toute la peine qu'elle a eue en fait, parce que moi aussi j'avais de la peine que mon grand-père soit décédé, mais quand je voyais l'état dans lequel ma grand-mère était, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais doucement aller vers la direction de mon lit, parce que il doit être 23h30, là presque minuit du coup, et je me lève à 6h du matin demain, donc je vais aller tranquillement me coucher. Je vous reprends demain, je pense que j'aurai le temps de vous reprendre, j'espère.
Et puis on embarque pour une semaine de 2 ou 3 événements. J'ai toujours pas décidé, sur 2, sûrement 3. Et puis on se retrouve demain. Demain pour un événement et puis sûrement un peu blabla. Voilà. À plus tard. Eh bien, nous avons beaucoup de produits métissés qui vont notamment avoir des liens avec les cultures de pays producteurs de thé, le Japon, la Chine, le Sri Lanka, etc. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le Japon et je pense que vous comprenez pourquoi. Alors la dégustation va se passer en plusieurs temps. Je vais d'abord vous apporter les feuilles sèches qu'on va utiliser ensuite pour infuser le thé. Ce sont des bouilloires ou alors ce sont des petites théières qui seront surtout utilisées par les grands-parents et qui ne sont pas émaillées à l'intérieur et qui sont toutes à peu près de la même teinte, noire ou brune. Et il n'y a pas de couleur rouge. Et la direction de Maria Schrer, dans les années 1980, tombe sous le charme de la culture japonaise et va à la demande, à notre demande, va demander aux fabricants de théières en fonte qui sont ravis de voir à ce moment-là où leur industrie est un petit peu morose, ils sont ravis de voir une jeune génération s'intéresser à ce type de produit. Et donc tout à coup, on va commencer à leur demander d'émailler les théières en fonte. Pourquoi? Parce que pour la direction de Maria Schrer à l'époque, on se voit mal essayer de faire aimer le thé japonais avec une complexification, une complication dans la manière de le déguster. Parce que ça voudrait dire que si la théière n'est pas émaillée, il faudra bien la nettoyer, bien la sécher à chaque fois, et c'est quelque chose qui serait peut-être compliqué de demander, parce qu'il faut se dire que ça n'existe pas le thé vert japonais en France à ce moment-là. Parfumé avec le thé iconique de la maison, qui s'appelle Marco Polo. Et sur sa droite, vous avez un financier qui va être parfumé au thé matcha et framboise. Alors, vous pouvez les déguster entre deux thés différents pour brasser un petit peu le palais, ou si vous souhaitez à la fin, on vous mettra un petit sachet pour pouvoir l'emporter chez vous. Coucou Booktube, alors je vous retrouve en direct de la rue. Je suis assez gênée de filmer comme ça. Il y a une magnifique odeur du camion de poubelle qui vient de passer. Je vous retrouve, là je sors d'un atelier, il est plus de 20h, avec chez Maria Schrer grâce aux éditions Point. C'était hyper chouette, hyper intéressant, on a appris plein de choses sur le thé et c'était en lien avec le livre Le Petit Conte japonais là, que j'ai lu récemment, Le Dernier Thé du maître Soho, qui était hyper intéressant. Tout le monde me regarde, c'est trop gênant. Hyper chouette. Et en fait là du coup comme c'était assez tôt, c'était à 17h, j'en ai profité pour poser mon après-midi. Et du coup, je me suis posée dans un café cet après-midi pour bouquiner et c'est toujours hyper agréable. Petit moment hors du temps. Et voilà, je vous retrouve à la maison plus tard. Et coucou Booktube, alors je vous reprends, on est mardi, je vais être assez rapide parce que je suis assez en retard là sur ma journée, il faut absolument que j'aille au travail et que je prenne la route, on est le midi. Je reviens sur l'événement d'hier soir qui a eu lieu autour de ce petit roman, Le Dernier Thé du maître Soho de Christophe Gély, dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois, ou c'était la semaine dernière en début de semaine, que j'ai adoré, vraiment un conte qui m'a énormément parlé, sur lequel j'ai relevé quelques petites citations et justement je regardais hier soir pendant l'événement et les citations que j'avais relevées c'était sur l'art de thé, l'art de le déguster, ce que ça pouvait nous apporter en termes de sérénité, d'apaisement, etc. Donc moi vraiment je trouve qu'il est génial ce roman. C'est une sorte de petit conte. Là, France Culture, j'avais pas vu sur la première de couverture, on nous met un récit poétique et ensorcelant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande une seconde fois.
Et donc hier, en fait, Point nous a proposé du coup un atelier de dégustation de thé, un tea club proposé par Mariage Frères. Et à cette occasion, ils nous ont fait déguster 8 thés différents. Donc on a eu un petit marque-page. Le dernier thé de Maître Soho, du coup, donc ils nous ont mis le titre du roman et les thés qui allaient avec. J'ai même pas vu, on a même la date et tout. C'est un super souvenir, je trouve, à conserver. Et donc avec tous les types de thés, chacun des thés qu'on a dégusté hier. Donc le premier était un thé d'ombre, Gyokuro Kagoshima. On a dégusté du matcha, on a dégusté du thé vert ensuite, du cookie tencha. Et alors cookie, c'est la tige, je crois. J'ai appris plein de choses hier parce qu'en fait à chaque thé, du coup, qu'ils nous proposaient, je vous ai filmé des petites parties pour que vous puissiez voir ça. Ils nous faisaient une explication en fait. Le cookie matcha, c'était le troisième. Cookie tencha, pardon. C'était le troisième. Et donc je me suis noté cookie égale tige. Tencha, thé sans nervure dans les feuilles, tige utilisée pour le matcha. Et en fait, ils nous donnaient plein, j'ai pris des petites notes de ce que je pouvais, mais c'était hyper intéressant. On avait un petit carnet sur lequel on pouvait noter des petites choses, comment déguster le thé, à combien de degrés, combien de minutes d'infusion, etc. J'ai appris... ça je l'ai noté du coup, que Kyoto était l'ancienne capitale du Japon, je ne le savais pas du tout. C'est une information qui nous donnait un peu comme ça, anecdotiquement, mais j'irai regarder parce que je ne sais pas du tout en quelle année. Et puis on a aussi dégusté donc thé vert, je crois que je l'ai dit, oui, thé blanc, thé noir fumé. Et moi, mon petit coup de cœur, ça a été le chai matchai, qui est un mélange en fait de thé chai, donc thé indien, avec du matcha. Et ça ressemble fortement au matcha que moi je fais à la maison avec mon petit sirop un peu épicé et sucré. Et du lait. Et franchement, ça a été hyper gourmand en fait. Mais il y en a eu d'autres, alors lesquels j'ai beaucoup aimé. C'était le Sakura White Tea. C'était un thé blanc du coup parfumé. Et qu'est-ce que j'ai noté? Eau d'au printemps. Été au Japon, c'est 80% d'humidité et 40 degrés Celsius. Recréer le parfum du cerisier en fleurs. Voilà, enfin vraiment j'ai noté des petits trucs, c'est vraiment des notes ce que j'ai pris. Gourmandise, cerise, fraise, et il est boisé. Et ça, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et en fait, justement, pour me souvenir lesquels j'ai aimé, je leur ai mis des notes sur 5. Parce qu'il y en a que j'ai vraiment pas aimé du tout. Et alors, celui à la rose, c'était pas mon truc, j'aime pas la rose. Et le smoky yakuzuki, le thé noir fumé, j'ai beaucoup aimé. Mais à contrario, qui est-ce qui a pas aimé? C'est Juliette ou Magda, ou les deux? Non, Magda, je crois qu'elle aimait bien, et c'est Juliette. Oui, c'était Juliette, parce qu'elle me disait l'odeur, en fait, que l'odeur prenait trop le dessus, et que... En fait, le thé était ultra doux, mais l'odeur était forte. Et donc, par exemple, elle n'a pas aimé, et moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a d'autres thés qu'elle a aimé, et moi pas, enfin, inversement. Thé pour le... Ah oui, et j'ai noté thé pour l'Europe, le thé fumé, avec des bois de l'épicéa. Fumé, boisé, limite iodé. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour mes petites notes, c'était un atelier hyper intéressant. Et donc, par exemple, moi, le premier, 1 sur 5, c'était... Il y en a qui ont dit ça a le goût d'épinard, et c'était bien parce que franchement on pouvait dire sans jugement, enfin de toute façon on a tous des goûts très différents, mais on pouvait dire simplement j'aime bien parce que ce goût-là me fait penser à ça, ou j'aime moins pour telle raison. Et la personne du coup chez Mariage Frères qui nous a présenté tout cet été et a animé cet atelier-là, c'était hyper, franchement il était hyper bon. Il animait ça vraiment très bien, de manière dynamique, avec plein de bonnes explications, c'était clair, et c'était chouette. Et donc par exemple pour le premier, donc le thé que j'ai moins aimé, c'était un thé d'ombre, et en fait ils l'ont infusé avec un glaçon. Et du coup ils nous demandaient de remuer, etc. Et les feuilles de thé en fait étaient dans l'eau, et il fallait le boire comme ça. Et donc c'est ça où il y en a qui ont dit que ça avait le goût d'épinard. Voilà. Pour les petites infos, et en tout cas moi j'ai adoré, donc je suis une grosse fan de thé et j'ai vraiment adoré cet atelier là parce que ça m'a appris plein de choses sur quelque chose que j'aime consommer au quotidien, et j'ai eu un petit craquage dans la boutique. Je me suis acheté un thé noir parfumé Héritage Gourmand, donc dans leur collection Héritage Gourmand, je crois que c'est la collection enfance un petit peu, et donc moi j'ai pris le cannelé. La boîte déjà elle est sublime.
Et les ingrédients du coup c'est thé noir, caroube, arôme feuille de mûrier, tournesol, riz, amarante, vanille et peut contenir des traces de fruits à coque. Mais franchement je l'ai goûté hier soir du coup et il est léger et il sent super bon et j'ai trop craqué dessus dans la boutique donc très contente de mon nouvel petit achat. Et j'avais pas de thé mariage frère en fait parce que c'est ce que je disais, j'en discutais avec Magda pendant l'événement et je trouve que le site en ligne, une fois j'avais regardé, il est pas hyper intuitif et c'est un peu compliqué, enfin quand on aime des thés plutôt gourmands, fruités et moins des thés noirs, thés verts qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus naturels, on va dire, c'est moins ma tasse de thé à moi, et du coup je trouve moins mon bonheur sur le site. Alors que là, dans la boutique, on a vraiment pu les sentir, etc. Enfin, je sais pas si vous avez été chez Daman, par exemple, c'est pareil, on peut sentir tout l'été, ou même chez Palais d'été. Je crois que c'est pas tout Palais d'été, mais il y a une partie qu'on peut sentir. Et donc c'était hyper intéressant, hyper chouette et je suis très contente d'avoir pu participer à cet événement qui était hyper enrichissant et hyper original. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser là, désolée j'ai parlé très vite, je suis dans le speed mais si je vous prends pas là je vais avoir un retard monstre car ce soir j'ai une nouvelle soirée. Donc on se retrouve dans la suite du vlog avec les auteurs de ce soir. Ciao! Avec le 9e livre et Sébastien Vidal avec De neige et de vent. Donc ce soir, moi je suis particulièrement ravie de cette sélection parce que plus que jamais, elle nous montre l'extrême diversité de la littérature noire parce que j'ai l'occasion d'en parler. S'inscrit vraiment dans un courant du noir bien spécifique. Donc là, on a un très très beau panorama de ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature noire contemporaine. Mais pour démarrer, pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information, même si beaucoup d'entre vous ont lu les livres, je vais demander à chacun d'entre eux ce petit exercice que les autres... Roman noir hybride. J'ai coutume de revendiquer que c'est un western moderne. On est de nos jours dans le massif des Alpes, en plein hiver, frontière italienne, côté français, dans un village très isolé, situé en zone blanche. Une tempête énorme est en train de se profiler et un marcheur avec son chien monte le col pour passer en Italie où il a l'habitude d'aller travailler chaque année. À cause de la tempête, il se rend compte qu'il ne pourra pas passer le col, donc il trouve refuge dans ce village, Tordinona, qui est un cul-de-sac. Et c'est pas une bonne idée. Mais l'action se déroule de nos jours et j'ai deux enquêteurs, un professeur d'histoire des civilisations et une détective privée qui font équipe et ils ont pour mission de retrouver dans le 9e livre un livre ancestral qui aurait été volé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 9e livre est le prolongement de mon premier roman qui s'appelait Aranea, la légende de l'empereur, où il y a la naissance de ce duo d'enquêteurs. Et donc le principe, c'est que voilà, on a cette action qui se passe de nos jours et nos deux enquêteurs doivent se replonger dans une période de l'histoire pour arriver à dénouer l'énigme contemporaine. Donc ce que j'appelle la période de référence dans le premier, c'était le Premier Empire, Napoléon. Et dans ce tome-là, Aranea, le 9e livre, la période de référence, comme vous voyez un peu la croix gammée derrière, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de voyages à travers le monde, d'ésotérisme, d'énigmes, de sous-énigmes à découvrir pour pister ce livre et arriver à le découvrir. Et évidemment, nos deux enquêteurs vont être face à des équipes concurrentes. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un duel, mais pas comme dans le passé ou au Moyen-Âge. Il s'agit d'un duel uniquement par la voix entre deux personnes qui a priori ne se sont jamais rencontrées. D'un côté, un kidnappeur, je vais l'appeler comme ça, à la personnalité un peu spectaculaire, qui a réussi la prouesse de faire disparaître 2 cars scolaires avec 60 enfants à bord, des accompagnants, des chauffeurs, sans laisser aucune trace, sur une petite parcelle d'autoroute qui se situe entre la Bourgogne et la Savoie. Pas de son, pas d'image, rien sur les caméras de vidéosurveillance sur l'autoroute. Tous les téléphones, tous les appareils connectés sont
sont suspendus au même moment et la police, l'armée qui sont mobilisés ne trouvent absolument aucun indice. Donc c'est le duel entre ce personnage et Talia Sorel, qui est une négociatrice du RAID, qui est bardée de diplômes en psychocriminologie, qui est entraînée à ce type de situation. Et on découvre assez vite que ce sont deux experts en manipulation, mais bien évidemment, pour les besoins de la cause, toutes les cartes ne sont pas sur la table. D'un milieu qui est lui-même fascinant, indépendamment de l'intrigue, et de garder cette dualité d'intérêt dans mon récit tout du long. Donc dans Duel, c'est les négociateurs des unités d'élite. C'est ça qui m'a intéressé, parce que on en entend assez peu parler finalement, les interventions du RAID ou du GIGN, quand il y a des drames, on les voit, on les entend, mais en fait ils interviennent tout au long de l'année sur des fois des choses plus minimes évidemment, et 75% de ces interventions se règlent à la négo. Et coucou Booktube. Alors je vous retrouve rapidement pour, encore une fois, vous parler de la soirée d'hier soir. Je suis très à la bourre sur tout. J'ai l'impression que je ne fais que courir cette semaine, c'est absolument horrible. Parce qu'en plus, je fais des demi-journées là de télétravail, je file le midi au bureau, enfin vraiment là, j'ai hâte que la semaine se termine. On est mercredi, j'ai l'impression que demain on sera vendredi, mais non, la libération ne sera pas encore là. En sachant que normalement demain j'aurais dû être en télétravail et ce ne sera pas le cas. Donc j'ai pas du tout hâte de vivre cette fin de semaine. J'ai envie qu'elle s'arrête, vraiment. Là j'arrive à un stade où j'en ai un peu marre de ma semaine, c'est très très dense au boulot, c'est très dense au niveau perso. J'ai beaucoup de choses à faire. Là mon réel, je suis en train de me dire mon réel de la soirée justement d'hier, j'ai commencé à mettre les vidéos dedans, j'ai pas fait ma voix off, je pensais la faire là ce midi mais j'ai pas le temps, je prends la caméra là, enfin bref. Je suis en mode, voilà, il y en a trop partout, mais je vais y arriver, c'est pas grave, j'aime pas être en retard, j'ai l'impression d'être en retard partout et ça me va. Bref, faisons simple, faisons court. Hier soir a eu lieu le dernier apéro polar de la saison, où on a rencontré à nouveau 3 auteurs. Donc le premier, c'était Franck Leduc, où il nous a présenté Duel. Duel que j'ai lu du coup la semaine dernière, que vous avez pu voir dans mon vlog précédent. Que j'ai beaucoup aimé, moi je vous recommande vivement ce roman. Alors celui-ci, du coup, je l'ai pas pris pour moi, mais pour une copine qui n'a pas pu être là, donc je l'ai fait dédicacer. Mais vraiment, foncez pour Duel parce que il est juste génial. Le rythme est très bon. On découvre du coup, enfin je vous en ai un peu parlé quand même dans le vlog précédent, mais Talia l'enquêtrice, je suis très contente d'avoir appris qu'il y aura une suite à paraître l'année prochaine au mois d'avril, toujours avec Talia sur une enquête très différente. Donc moi je suis ravie d'avoir cette information là parce que j'avais vraiment adoré Duel. Donc foncez si c'est pas déjà fait. Je vais faire moins long sur celui-ci parce que forcément je vous en ai parlé la semaine dernière, mais on est avec ces 2 quarts qui disparaissent et justement l'auteur disait que c'était une idée qui lui était venue il y a longtemps en fait et en fait il voyait pas comment on pouvait faire disparaître 2 cadres de la surface de la Terre en France et il a oublié cette histoire pendant 5-6 ans qu'il avait mis de côté et il y est revenu parce qu'il a trouvé la solution de comment faire disparaître ces 2 quarts pour son roman. Et pour la petite information, du coup Talia est totalement inspirée d'une vraie négociatrice du RAID qui s'appelle, je ne sais plus. Oh, il a dit qu'elle était dans les remerciements. Alors attendez. Où en fait il avait vu une émission télé avec elle et ça l'a totalement inspiré pour le roman. Il la connaissait pas, etc. Et elle a découvert son... Donc la vraie négociatrice du RAID a découvert son roman bien plus tard que lui avait envoyé son éditeur. Là je ne vois... Ah voilà, Tatiana Briand. Voilà. Donc oui, mais le personnage de Talia Sorel est imaginaire, mais il m'a été inspiré par Tatiana Briand, négociatrice du RAID durant 13 ans. Voilà, donc sachez que... Le personnage est inspiré du coup de ce qu'a vu l'auteur à la télé en fait et elle a écrit un livre aussi où il disait, je crois que c'était écrit juste après,
La Voix du raid, à lire. Négocier pour des vies chez Mareuil en 2019. Donc elle a écrit quelque chose sur le sujet, donc si vous voulez y aller, découvrir, c'est possible. Et l'auteur du coup disait qu'il avait lu, alors c'est pas un roman, du coup ça doit être un essai ou un récit, ou un témoignage. Et du coup qui s'en était fortement inspiré pour créer le personnage de Thalia. Voilà, ensuite était présent hier soir Alexandre Murat, où il nous a présenté Aranea, le 9e livre, qui est le tome 2. Donc moi je lui prendrai le tome 1 certainement à Créteil. Et le tome 1 c'est Aranea, la légende de l'empereur. Donc moi j'aime beaucoup en fait le côté, et c'est comme pour l'histoire du parchemin là, enfin, des enluminures et tout, j'aime beaucoup les petits détails comme ça. Donc là on est sur un polar historique de nos jours, c'est ce qui change tout parce qu'on disait justement à l'auteur que polar historique ça peut faire un peu peur, mais le fait qu'il soit basé de nos jours c'est déjà un peu plus engageant pour nous parce que parfois ça peut être vraiment trop lourd, on a peur de où on met les pieds ou quoi que ce soit, et les personnes avec qui on a discuté, qui l'avaient lu ou l'auteur nous disaient que c'était vraiment prenant, que c'était page-turner, que c'était simple, c'était abordable. Voilà, c'est pas prise de tête, donc au final je suis très curieuse de découvrir. On est entre avril 1939 et mars 2021. Et celui-là, comme je l'ai pas lu, je vais vous lire la 4e de couve pour que vous sachiez un peu mieux où vous mettrez les pieds. Avril 1939, une expédition commanditée par Himmler se lance sur les traces d'un mystérieux livre au milieu des montagnes de l'Himalaya. Mars 2021, Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard, et Marie, à la tête d'une agence de sécurité privée, sont loin d'imaginer qu'ils vont devoir, contre leur volonté, mener la plus dangereuse de leur quête. Du monastère tibétain de Jiangxi aux Invalides, en passant par l'Argentine, ils suivront les traces d'un livre qui n'a cessé d'obséder les puissants de ce monde, un livre dont le pouvoir défie l'imagination. Voilà, moi en tout cas je suis très curieuse de découvrir. Il y a le tome 3 à paraître le 11 septembre chez Fleuve. Et donc apparemment il y a une grosse inspiration d'Anne Brown. Voilà. Et voilà. Et puis je pense que je peux vous le dire, il y aura un bordeaux sur la couve justement du tome 3 avec une citation disant que c'est d'Anne Brown. Voilà. Celui-ci qui me tente beaucoup. Et ensuite, le dernier, c'était Sébastien Vidal, de Neige et de Vent. Alors ça, l'auteur, moi, je ne l'ai jamais lu non plus. C'est pas du tout son premier roman, c'est son 4e, je crois. Il n'y a pas les autres. Dommage. Je crois que c'est son 4e, parce qu'il y en a un qui n'était pas dans son cycle. Et là, celui-ci... Enfin bon, bref. Donc, Sébastien Vidal, ancien gendarme. Ce roman, c'est un roman noir, pour le coup, qui prend son temps, apparemment, où on n'est pas du tout sur le même rythme que les 2 autres romans que je vous ai présentés juste avant. Et pourtant, il est tout court. Il fait même pas 280 pages. Alors, je sais plus ce que c'est exactement, donc je vais vous lire la 4e de couverture, mais je me souviens où il a parlé de la Corrèze, que celui-ci, en fait, faisait partie d'un cycle des romans qu'il a écrits. C'est pour ça que pour moi, il y en a... Ça doit être le 4e qui publie et le 5e qui va apparaître fin août. Alors, en grand format, il est... Je connais pas cette maison d'édition, donc j'ai pas réussi à retenir le nom hier. La page ne veut pas. Le mot et le reste. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition-là. Donc son 5e roman sera apparaître fin août chez eux. Et en fait, il nous a expliqué qu'il y avait un roman qui n'était pas dans ce cycle. Et en fait, qu'il a fait un cycle des saisons sur certains de ses romans. Le premier était sur l'été, le 2e sur le printemps. Ici, on est sur l'hiver. Sur l'automne, pardon. Ici, on est sur l'hiver. Et le dernier clôturera ce cycle des saisons et ce sera sur le printemps. Voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne me souviens plus trop de l'histoire. Près de la frontière italienne, en zone blanche, le village de Tordinona est l'isolement incarné. En pleine tempête, quand s'effondre l'unique pont le reliant à la vallée, Marcus et Nadia, 2 gendarmes en patrouille, s'y trouvent pris au piège au moment où le corps d'une jeune femme est retrouvé. Violée, étranglée, il s'agit de la fille du maire. Dans cette petite communauté où tous se connaissent depuis des générations, le coupable semble tout désigner. L'étranger de passage, le vagabond, loin du monde et de ses règles, la tempête s'empare aussi des âmes.
Face à la soif de vengeance qui gronde, Marcus et Nadia parviendront-ils à faire respecter la loi et à défendre celui que tous accablent? Voilà. Alors pour moi, je sais pas si c'est ma cam, mais alors Juliette en a extrêmement bien parlé, et Thibaut aussi, qui étaient tous les deux présents hier soir, et ils l'avaient lu tous les deux, et ils ont dit qu'ils avaient vraiment bien aimé. Donc écoutez, pourquoi pas, on verra. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et l'auteur est gendarme, je sais plus si je voulais préciser, mais donc du coup j'imagine que niveau enquête, etc., on doit être plutôt bon dans ce qui est dit dedans. Voilà du coup pour le dernier apéro polar de l'année, donc avec ces 3 petits romans. Et du coup j'en ai que 2 à découvrir cette fois-ci vu que j'avais déjà lu Duel. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'il faut que je file au travail. On se retrouve très certainement demain, parce que ce soir j'ai une soirée, mais ce soir je devrais finir tôt, normalement, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis jeudi sur site, pas d'événement le soir. Enfin, vous allez vous dire que je n'aime pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que là vraiment, je cours un peu trop et que j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de... Enfin, j'en suis où j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps de me poser, j'ai le temps de absolument rien et j'ai besoin d'une pause. Donc demain soir, j'ai rien, j'irai juste faire mon drive pour mes courses et ça sera très bien. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Ciao! Et coucou Booktube. Alors, je vous retrouve, on est jeudi. On est jeudi, fin de journée, là je rentre d'une journée sur site du coup et je n'avais pas de soirée ce soir. Voilà, donc j'en ai profité pour aller chercher mon drive et passer chez Cultura pour une petite emplette qui était nécessaire. J'avais besoin d'avoir ces romans-là incessamment sous peu sous la main, donc je les ai achetés là aujourd'hui. Et en plus il y avait un livre offert, donc je vous montrerai ça juste après. Hier, je vous laissais en vous disant que j'allais à une soirée, ce qui fut le cas, avec Loris Chavanette pour son roman Le Concours de pêche, qui est son 2e roman, paru chez les éditions Alary. Et donc, alors je m'y prends très mal pour expliquer tout ça, c'est ce qui fait que je cherche un peu mes mots. Pardon, j'essaye de refaire historiquement ce qui s'est passé. Donc hier soir, j'avais rendez-vous du coup dans un bar avec les équipes d'Alary Édition, l'auteur et quelques bookstagrammeuses. On était vraiment en très petit comité, donc on a vraiment pu échanger avec tout le monde, que ce soit les gens de la maison ou l'auteur. Donc ça c'était hyper chouette, ou entre nous, enfin vraiment on s'entendait tout en tendant l'oreille, parce que par contre le lieu était un peu bruyant, enfin Paris en pleine chaleur, donc tout le monde est dehors dans les bars, etc. Donc l'auteur sort ce roman le 21 août, il fait partie de la rentrée littéraire, donc je le lirai cet été au mois de juillet ou au mois d'août, je sais pas encore quand. Moi il me tente beaucoup, alors je ne connais pas les éditions Alary, ce sera mon premier roman de chez eux, j'aime bien leur mise en page, j'aime bien leur police d'écriture et l'épaisseur du papier, etc. Donc vous savez que moi à chaque fois que je découvre une nouvelle maison d'édition, c'est quelque chose que je regarde, et là honnêtement c'est quali totalement... Comme d'habitude, après ça fait partie d'Editis, si je ne dis pas de bêtises, donc forcément c'est le même groupe. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et la couve est vraiment belle, je trouve, elle fait vraiment été. Voilà, le roman se passe à Sète, du coup dans le sud de la France, donc ça ne peut faire que penser à l'été. On va forcément parler de pêche au vu du titre. Et apparemment c'est un roman, la maison d'édition nous a dit, qui fait du bien. Quand toute l'équipe l'a lu, il leur a fait du bien pour des raisons très différentes. Il leur a apporté des choses différentes à chacun. Forcément le lecteur, on est tous des lecteurs différents, avec des vies, des passés différents. Donc tout ça, ça résonne différemment en nous. Mais donc voilà, il y a un coup de cœur apparemment chez Alary pour ce roman, pour lequel ils y croient énormément. Et apparemment les premiers retours de libraires qui l'ont lu sont également extrêmement bons, donc ils étaient très contents de nous présenter ça. Et donc avec toutes les éloges qui en ont été faites hier soir, je peux vous dire que j'ai très hâte de le sortir. Je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. En fait je pense que je vais faire 1 ou 2 romans pour mon challenge au mois de juillet-août et glisser un de la rentrée littéraire entre deux. Là j'en ai 3.
des réceptions que j'ai eues aujourd'hui, à mon avis j'en ai beaucoup plus que 3 qui sont arrivées, mais on va ouvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, en tout cas le moment d'hier soir était hyper chouette. On était au niveau du canal Saint-Martin en fait à Paris, et la maison d'édition et l'auteur nous ont dit qu'en fait ils avaient réellement cherché un lien qui avait du sens avec ce roman pour la pêche, etc. Et qu'à Paris ils ont choisi le canal Saint-Martin. Donc c'était hyper chouette et hyper intéressant. Je vous lis la 4e de couverture. Quand je suis allée dans la salle de bain pour me passer de l'eau sur le visage, il y avait un drôle de type dans le miroir. Les cheveux avaient poussé, la barbe aussi. C'était bien moi pourtant. J'en étais donc arrivée là. Un amour perdu peut mener à ça, une sorte de clandestinité vis-à-vis de soi-même. Là, devant la glace, j'ai pris conscience que quelque chose devait changer dans ma vie. Après avoir mis quelques affaires dans un sac, j'ai écrit sur une feuille qui traînait. Je vais voir la mer, là où est papa. Conte humaniste mêlant l'humour au tragique. Le concours de pêche révèle ce qu'il reste d'espoir quand on croit avoir tout perdu. Loris Chavanette, historien, est l'auteur de la Fantasia Albin Michel 2020, prix Méditerranée, du premier roman. Donc ça c'était donc son premier roman qui est paru en 2020 au moment du Covid. De ce qu'expliquait l'auteur hier, je crois que c'est vraiment arrivé au moment du confinement. Et il n'avait pas eu l'envie, ou en tout cas le sujet qu'il le travaillait pour écrire à nouveau. Et donc 5 ans après, paraît son 2e roman, Le concours de pêche, qui est assez personnel de ce que j'ai compris, parce que j'ai posé des questions moi sur la pêche, est-ce que du coup c'était une tradition familiale, etc. Et il me disait que oui, lui il vient de Sète, du coup, donc il s'est inspiré déjà de la ville qui est la sienne, au final d'origine. Il a énormément de souvenirs d'enfance avec la pêche, il le montre sur son compte Instagram, j'ai vu où il mettait des photos de lui enfant avec sa canne à pêche, etc. Donc vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, donc je suis vraiment très très curieuse de découvrir ce roman qui mêle, de ce que je comprends, à la fois sensibilité, on parle de peine de cœur, il disait qu'on en avait tous eu à un moment donné dans notre vie, et d'histoire familiale, et tout ce lien qu'il a avec la pêche. Voilà pour la soirée d'hier qui était vraiment très très chouette, je suis très contente d'y être allée. Voilà. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop de bazar parce qu'en fait il fait 29 degrés chez moi, selon mon thermostat, et en haut c'est encore pire. Quand je suis montée, le thermostat est en bas, ça doit être pire en haut, j'ose même pas imaginer. Donc j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai pas le choix là pour aérer et essayer de faire rentrer un peu de fraîcheur comme il fait un peu plus frais dehors. Voilà pour la petite aparté. Normalement je me dis qu'avec le micro ça devrait être quand même assez agréable à écouter tout de même. Donc ensuite ce soir je suis passée chez Cultura. J'avais envie et besoin de m'acheter 2 romans. Donc le premier c'est L'épaisseur d'un cheveu que j'ai pris de Claire Berest. J'ai fortement hésité avec son dernier qui est sur le procès Mazan, mais bon, grand format encore, donc je suis pas partie là-dessus. Celui-ci, on est... Alors, je sais pas si c'est un féminicide ou pas, mais en tout cas, on est sur un homme qui bat sa femme, ça c'est certain. Et on est sur le point de vue, justement, de l'homme. Donc apparemment assez dérangeant. Là, il y a une citation de elle. « C'est implacable, c'est glaçant, c'est réussi ». Et ensuite, une deuxième citation du Figaro. La romancière ausculte avec une précision millimétrée le chemin qui mène un homme vers l'irréparable. Donc oui, je pense que c'est un féminicide. J'ai pas lu la 4e de couve, mais on l'avait énormément vu passer, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, au moment de la rentrée littéraire. Il me tentait bien. J'avais vu un peu de tout en avis, donc écoutez, je me ferai le mien avec celui-ci, et j'ai bien envie de découvrir La plume de Claire Berest. Donc ça c'est pour le premier que j'ai acheté. Ensuite j'y allais pour Le coup du lapin de Stéphanie Blake, donc dans la maison d'édition La Tribu, en fait, que j'ai découvert la semaine dernière dans la librairie dont je vous ai parlé, où j'ai fait une rencontre avec une autre autrice de La Tribu. Et donc vous pouvez voir donc la charte graphique avec toujours la page déchirée et quelques mots qui nous en disent plus sur ce qui va se passer dans le roman. J'ai rangé mon chagrin dans la poche de mon manteau. Voilà ce qui est écrit dessus. Et je vous lis juste les 3 premières phrases parce que moi c'est ce qui m'avait accroché la semaine dernière. Qui n'a jamais galéré en amour? Qui n'a jamais culpabilisé parce qu'elle n'était pas une mère parfaite? Qui n'a jamais trouvé ses parents insupportables? Levez le doigt. Donc voilà, juste ces 3 phrases-là, moi ça m'avait alpagué en librairie. Alors j'ai eu moins 5% comme vous pouvez le voir parce qu'il était fortement abîmé là en bas et j'avais pas du tout envie de l'acheter comme ça.
Et en fait, j'ai demandé chez Cultura s'ils avaient un autre exemplaire. Ils ont cherché, ils en avaient pas, c'était le dernier. Donc ils m'ont dit, bon bah écoutez, on vous fait moins 5%. C'est pas moi qui ai demandé, c'est eux qui l'ont fait. Et je vais essayer de retirer ça d'ailleurs. Avec mes ongles cassés, c'est génial. Mais oui, j'étais un peu dégoûtée. Ouais, ça va, ça s'enlève bien. J'étais un peu dégoûtée qu'il soit déjà abîmé. Et pour le coup, cette maison d'édition-là, je vous disais... Je sais plus ce que j'ai dit exactement la semaine dernière, mais je pense que les couvertures s'abîment quand même assez vite au niveau du papier. Parce qu'il est assez... Enfin, je sais pas comment expliquer, cartonné. Au niveau des couves, voilà. Mais sinon, j'aime bien la charte graphique. À l'intérieur, j'aime bien comment c'est écrit, les marges, etc. Donc... Mais j'avais très envie de découvrir ce roman. Et donc, Magda, avec qui j'étais la semaine dernière à la librairie, connaissait en fait l'autrice qui écrit des romans jeunesse. Moi, du coup, je connaissais pas du tout. Mais je suis très curieuse de la découvrir avec celui-ci. Et donc, la maison d'édition, bien évidemment, nous en avait dit du bien ensuite. Et donc il y avait un livre offert, donc j'ai pris, vous savez dans les petites bannières là où quand on achète des romans, en fait ça devait être 2 ou 3 poches qu'il fallait acheter, ils m'ont dit bon vous avez un grand format, un poche, donc allez chercher un livre. Et donc j'ai pris Rebel University plutôt Hot as Hell, si je le fais correctement, d'Alfreda Henwy et Alicia Garnier. Alicia Garnier je l'ai déjà lu il y a longtemps, avec un one-shot, non, je crois que c'était en plus une duologie, mais dans le sens où elle écrivait toute seule. Donc là, c'est un livre à 4 mains qui se passe à l'université, qui me tentait bien, qui était dans ma wishlist. Donc je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion, pourquoi pas. Et puis on verra. Mais j'avais bien aimé la plume d'Alicia Garnier dans c'était Will You Play, je crois que j'ai lu il y a longtemps. Que j'avais bien aimé, donc et j'ai envie de la découvrir. Alors c'était pas ceux-là qui me tentait le plus, mais il y a des très très bons retours sur cette saga-là. Je sais plus combien il y a de tomes exactement, peut-être 3. C'est pas écrit. Ah, ce n'est pas écrit au début. Est-ce que c'est écrit à la fin? À suivre dans le tome 2. Donc, alors c'est sûr, il y en a 2, mais il me semblait qu'il y en avait 3. Si ce n'est point 4. Donc voilà, écoutez, je découvrirai ça plus tard. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et en fait, non, c'est... Can't You Help Falling in Love, je crois que je voulais absolument lire d'elle, une duologie qui me tente énormément depuis très longtemps, qui a l'air assez poignante, et Ember Falls, le dernier qu'elle a sorti là chez Nox. Mais bon, celui-ci était là gratuitement, je me suis dit c'est vraiment l'occasion de l'avoir, je verrai si le tome 1 me plaît et si j'achète la suite. Ensuite on passe à mes réceptions du jour, donc comme vous pouvez constater, elles sont complètement fermées, il y en a une qui est grosse, et l'autre, à mon avis, il n'y a qu'un roman et l'autre, il y en a plusieurs. Donc, on va commencer par celui qui est seul. Kezako. Alors, eh bien, il s'agit de la rentrée littéraire Albin Michel. C'est pour ça que je m'en doutais un peu parce que j'avais vu Albin Michel sur ce paquet-là et je pense que le deuxième l'est également. Oui, j'avais pas vu, mais il y a écrit Albin Michel aussi. Donc, j'étais à 3 romans, je crois, de la rentrée littéraire. Là, on va passer, je pense, à 4. Enfin, plus 4. Donc 4, 5, 6, 7. Je réfléchis, mais non, je crois que j'ai pas autre chose encore. Donc le premier que j'ai reçu, c'est moi qui l'ai demandé, celui-là. Aucune nuit ne sera noire de Fatou Diome. Je sais pas si on dit Diome ou Diome, je pense que c'est Diome. J'ai déjà lu un roman d'elle il y a longtemps, qui était Le ventre de l'Atlantique, qui est apparemment le roman qui l'a fait connaître de ce que j'avais écouté dans la rentrée littéraire, la présentation d'Albin Michel. D'ailleurs, si jamais vous voulez, la rentrée littéraire est toujours disponible sur le YouTube d'Albin Michel, en rediffusion. Moi, je l'avais regardé en live et c'était ouvert à tous de pouvoir regarder ça sur leur YouTube. Et au pire, ils ont remis par roman les petits passages de chaque auteur, en fait, et de présentation avec leur éditeur. Voilà. Donc celui-ci, moi j'avais beaucoup aimé sa plume déjà à l'époque avec Le ventre de l'Atlantique et de ce qu'elle en a dit, écoutez, moi ça me tente pas mal. Donc je vais vous lire, pas la 4e de couve, mais ce qui est écrit à l'intérieur, parce que le résumé est là. Et donc moi j'aime bien la couverture, j'aime beaucoup les couleurs, et il se présente comme ça. Il fait, hop, 329 pages. C'est l'avantage des romans de la rentrée littéraire, c'est qu'ils sont pas très longs, parce que je vous ai pas donné là du coup tout à l'heure, celui-ci il est au prix de 19,90 € et il fait 245 pages, voilà.
Donc moi en fait les romans de la rentrée littéraire, même si c'est une lecture des fois qui est plus exigeante en termes de plume en fait, qui va être moins fluide, plus travaillée, plus littéraire, les romans restent assez courts donc abordables. Moi je sais que Fatou Diom, quand je l'avais lu, c'était accessible. Enfin moi j'avais pas trouvé ça complexe donc je vais m'y replonger avec plaisir. Et donc je vous lis le résumé. Même s'il n'est plus là depuis longtemps, il continue d'éclairer ses nuits. Il lui souffle le courage d'affronter la houle et la sagesse, d'accueillir le calme, bonheur qui vient. Aucune nuit n'était noire lorsque, enfant, Fatou Diom vivait auprès de son vieux grand-père pêcheur dans le Saloum. Il y a un thème pêcheur là aujourd'hui. Il était son capitaine, il était son petit matelot, pendant que certains pensaient de lui qu'il était d'une autre époque, qu'il avait fait son temps, la fillette ne perdait pas une miette de ses enseignements. Il lui apprenait la confiance, l'aidait à se nourrir des différences, à se frotter à la vie. Elle savait qu'il partirait avant elle. C'était dans l'ordre des choses, mais sentait aussi que se mettre à penser et à vivre dont la voix faisait djung-djungé son cœur. Djung-djungé son cœur. C'était dur à lire. Resterait toujours à ses côtés. Entre appel des souvenirs et invocations, force de l'émotion et saisissement de la langue, ce roman tendre et intime, nécessaire, comme une évidence enfin dévoilée, enlumine nos nuits pleines de doutes et nous livre à mots couverts le secret d'une relation authentiquement forte et fondatrice. Et donc en fait moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que l'autrice, quand elle a présenté l'auteur, elle était tellement émue de proposer ça au lecteur en fait et de dire bah ça y est je le lâche, et que c'était le roman le plus intime qu'elle ait pu écrire, et elle en avait vraiment les larmes aux yeux. Donc si jamais vous regardez la rediffusion, moi j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, donc ça m'a encore plus convaincue, et en sachant que j'avais déjà lu un livre de l'autrice et que j'avais bien aimé, du coup je vais m'y plonger avec plaisir. Ensuite on passe au colis un peu plus gros, et je pense savoir ce que c'est mais je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, parce qu'en fait quand on a reçu le catalogue Albin Michel, on avait le choix dans le catalogue, et il nous disait qu'il nous en envoyait 3 d'office parce que c'était des romans dans lesquels il croyait beaucoup et qu'il voulait mettre en avant. Je sais plus comment c'était tourné exactement, mais oui c'est ça je pense, parce qu'il y a 3 romans dans ce petit paquet. Hop. Ah non, il y a celui que j'ai demandé. Attendez, je sais plus où on en est. Ces 2 là, c'est pas moi qui les ai demandés, et il y en a un que j'ai demandé je crois, dedans. On va y arriver. Et il y en a un 3e, oui parce qu'il n'est pas là, donc à mon avis il va arriver plus tard. Il y en a un 3e qui était dedans, que je voulais demander, et qui était dans les fameux 3... Enfin bon bref. Donc le premier, alors celui-ci il est un peu plus épais. Il fait, bon pas tant que ça, 346 pages. C'est Combustion de François Gaguet, ou non, Gaget je pense. Gaget, il n'y a pas de... Gaget. Donc là je vais vous lire le résumé. On peut voir le Mont Saint-Michel sur la couverture. J'aime beaucoup la couve en tout cas, elle fait très apaisante, peaceful, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est pas vraiment des 4e de couve, enfin en tout cas les 4e de couve en fait c'est une citation derrière. Donc je vous lis plutôt le résumé, je pense que c'est ça qui va davantage vous parler. Octobre 2023, la centrale nucléaire de Flamanville explose. Au même moment, sur le sentier des douaniers, Paul, banquier d'affaires sur le déclin, randonne avec 2 amis qui voient en lui un mentor. Pris au piège de la zone contaminée, les 3 hommes, hantés par leur passé et d'impossibles regrets, sont contraints d'entamer une marche épuisante pour leur survie. À travers leur destin croisé, ressurgissent leurs illusions, les êtres qu'ils ont aimés et les contradictions du désir. De son écriture immersive, François Gaget brosse le portrait satirique et tendre d'un monde désorienté où les élites se consument. Qui sommes-nous face à l'effondrement, un premier roman bouleversant où se dévoile la vérité nue des hommes. Voilà pour le second qui... Alors, c'est vrai que je vous ai pas donné les prix, je fais ça n'importe comment aujourd'hui. 21,90 €, 21,90 €. Donc on est déjà sur 2 Albin Michel. Ensuite, le 3e, alors, c'est celui qui me fait le plus peur dans ce que j'ai reçu. Parce que quand l'autrice en a parlé, je me suis dit, ah, ça a l'air hard. Franchement, après, il a l'air très court, donc pourquoi pas. Et je vais découvrir cette grande autrice, du coup, avec... il n'y a pas de 4e, il n'y a pas de résumé. Mais de ce qu'on a été dit pendant la rentrée littéraire, ça a l'air vraiment... écœurant. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots.
On verra bien, écoutez, je tenterai quand même parce qu'il n'est pas très long. Donc c'est le nouveau roman d'Amélie Nothomb, Tant mieux. Et donc la 4e de couve, il y a 2 lignes. Tant mieux, la version joyeuse du sang-froid. Voilà, je ne sais plus de quoi il était question. Mais j'ai des souvenirs. Je ne sais pas si mes souvenirs sont ultra bons, mais d'excréments et de manger ça, je crois. Enfin, c'était un peu... voilà, donc je ne sais pas... Je sais plus exactement ce qu'il en est dit. Donc je voudrais vraiment pas te dire de bêtises, mais je sais que quand elle en a parlé, je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air effroyable. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais pourquoi pas. Écoutez, au moins je vais découvrir la plume d'Amélie Nothomb. Je vous dirai, sans filtre, hein, comme d'habitude, de ce que j'en ai pensé. Mais voilà, donc on verra si c'est pour moi ou pas, et en sachant que je suis pas une fan de l'autrice du coup, vu que je ne l'ai jamais lu, mais j'ai toujours eu envie de découvrir l'autrice, donc ce sera avec celui-là, ce sera l'occasion. Et donc le dernier, celui-ci c'est moi qui l'avais demandé, du coup j'ai reçu les 2 que j'avais demandé, c'est Surchauffe de Nathan Dever. Et du coup j'ai pas du tout les dates de parution, si j'y pense, il faut que j'y pense, je vous les mettrai au fur et à mesure, voilà, pendant le montage. Donc là, je peux vous lire, il y a un résumé. Entre un métier envahissant, un mari égoïste et un patron corrompu, Jade est sans cesse à la limite du burn-out. Est-ce pour fuir cette réalité toxique qu'elle accepte de superviser la création d'un palace dans l'archipel indien d'Andaman? Un paradis tropical où elle découvre une île inviolée et coupée du monde, habitée par un peuple ancestral dont le nom sonne comme une alerte, les Sentinelles. Et si cette île, dans son mystère, était le miroir inversé de notre monde, lui-même en surchauffe? Depuis les liens artificiels, qui racontaient la désincarnation du réel, Nathan Dever développe une œuvre à la fois singulière et lucide. En sismographe de la modernité, il se confronte ici aux questions brûlantes de notre temps, en décryptant les symptômes du nouveau mal du siècle. Il est au prix de 21,90 €. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, et il fait 331 pages. Et donc je reviens sur mon Amélie Nothomb qui est au prix de 19,90 € et qui fait 212 pages. Voilà. Donc pour ce petit plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8. Voilà. Je suis à 191 dans ma palle. Donc on est à 199, on sait tous que, comment on appelle ça, avec Créteil, bah, je serai à plus de 100. Voilà, j'ai déjà usé mon joker, voilà, vraiment je prie pour réussir à lire beaucoup, vraiment beaucoup, pendant les vacances, j'allais dire les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, parce que j'ai vraiment envie de vider cette palle, j'ai envie de vivre. Oh, vraiment je suis fatiguée, là je fatigue tous ces livres de la rentrée littéraire, donc là j'en ai 4, j'en ai 5, donc j'en ai encore un à recevoir d'Albin Michel, ce qui fera 6. J'ai l'Archipel, j'en ai lu 1 sur 2, qui est le seul que j'ai lu d'ailleurs, donc Récamier, j'en ai reçu 1 sur 2. Je vais dire sur 3 parce que les 3 me tentaient énormément, mais j'en ai demandé que 2. Donc voilà, j'ai les Récamier aussi à lire. Michel Lafon, on n'a pas encore reçu le catalogue, mais Anya nous en avait parlé un petit peu à une soirée de ce qui était à venir pour la rentrée littéraire. Et je crois que pour ma part, niveau maison d'édition, on devrait être bon, ça devrait être à peu près tout en rentrée littéraire. Je pense, parce qu'après en tout cas moi j'ai pas d'autres partenariats, et à moins, peut-être que les maisons comme Alary Édition me contacteront elles-mêmes pour X ou Y roman, et dans ces cas-là je dirais oui ou je dirais non, mais voilà, donc ça en fait quand même quelques-uns. Je ne vais pas aller regarder ce qui se fait dans les autres maisons à demander moi, parce que comme je vous dis, je croule sous ma palle. Mais comme on est tous dans ce cas-là. Mais j'ai vraiment envie de tous les lire, en fait. De réussir à lire tous les livres de la rentrée littéraire avant ou plus ou moins au moment de la parution, là, fin août, début septembre. Je crois que j'en ai pas qui paraissent en septembre, moi. Je réfléchis. Peut-être La Route de Wakale. Je sais plus. Non, ça doit être au mois d'août. Enfin bref. Mais voilà. Donc j'ai vraiment envie de tous les lire parce que ceux que j'ai demandés me tentent
énormément, vraiment. Ils me tentent tous. Et donc je me dis, entre mes lectures légères ou polars que je vais avoir cet été, glisser un petit roman de la rentrée littéraire. Alors ils sont pas tous petits du coup, mais voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, de faire de belles lectures. Vraiment, j'ai hâte d'être en vacances. Il me reste 1 semaine et 1 jour et je serai officiellement en vacances, donc je pourrai davantage sans doute me consacrer à la lecture. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire pendant mes vacances, donc je ne sais pas encore combien de temps j'aurai pour la lecture. Mais voilà, j'espère m'y consacrer un maximum. Sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup blablaté pour ce soir. Et je vous ai même pas parlé de ma lecture que j'ai terminée dans le train là tout à l'heure. Ah, je vais quand même vous parler de ça. Bougez pas, je reviens. Je vais la chercher. Elle est dans mon tote bag. Bah oui, non mais quand même, franchement, le boulet quoi. En plus, je voulais, et il y avait tellement de choses à vous montrer déjà que j'ai oublié cette partie-là. Donc, je vous laissais la dernière fois avec la dernière liste de Ma Belle de Laura Pearson publiée chez L'Archipel, qui est sortie, je disais, au mois de mai, je crois, dans mon vlog. J'ai bien aimé ce roman. Alors, on a 2 phases différentes dans ce roman-là. Donc, il y a la partie dont je vous parlais la dernière fois qui m'avait énormément touchée, avec cette femme de 80 ans qui perd son mari, où ils étaient mariés depuis 62 ans, donc elle perd vraiment le pilier de sa vie qui l'a accompagnée dans tellement d'épreuves, d'étapes dans sa vie, etc. Et le roman switch ensuite sur autre chose. Donc je vous laissais, je crois, où j'étais moi-même à ce moment-là. Je vous spoile rien parce que c'est vraiment les 50 premières pages et c'est écrit dans la 4e de couve, ça vous donne le contexte. Où en fait elle trouve un mot de son mari, où il a écrit « trouver des » avant de mourir. Et donc elle se dit, mais trouver des... alors je vais pas vous dire ce qu'elle suppose, parce que je sais pas écrire dans la 4e de couve, je crois. Mais donc elle se dit, bah pour moi et pour lui rendre hommage, je vais essayer de trouver des. Et donc là va s'en suivre cette quête-là, de renouer avec des. Mais D, ils ont 80 ans, donc D, est-ce que cette personne est toujours vivante, est-ce que machin, voilà. Donc, elle part dans cette quête. Et au moment de décéder, elle avait un mari qui était vraiment une perle et qui avait laissé certaines instructions, qui avait mis certaines choses en place pour elle. Et donc, elle va rencontrer de nouvelles personnes qui vont l'aider en fait dans son deuil, dans sa quête. Et c'est vraiment des femmes qui vont s'entraider entre elles de plein de générations, avec des soucis dans leur vie très différents, mais elles se complètent toutes, voilà, sans vous révéler plus que ça sur l'intrigue du roman. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau roman, une très belle histoire de vie. Alors je m'attendais pas à ce twist, c'est pas vraiment un twist, mais à ce que l'histoire prenne un certain pan. Ni je suis contente, ni je suis déçue. Je m'attendais juste pas à ça. Je peux absolument pas vous dire de quoi il s'agit. Ça serait totalement révélé le roman. Mais ça m'a convaincue. Enfin, ça avait du sens. C'était bien. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est très difficile. C'est pas que j'essaye de minimiser, et de pas dire ce que je pense, pas du tout. En fait, c'est que j'essaye de pas spoiler et de bien choisir mes mots. Mais donc vraiment, j'ai bien aimé. Après, j'ai plus aimé cette première partie qui m'a tellement touchée en plein cœur. Et comme je vous disais, qui m'a rappelé mon histoire personnelle et des événements particuliers. Après, pas du tout, vraiment pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Ma Belle, en fait, qui va aller dans cette quête, dans son passé. On découvre aussi plein de phases avec son mari, avec son frère, etc., quand ils étaient jeunes, comment leur vie en est-elle arrivée là, s'ils avaient fait des choix différents, qu'est-ce qui serait passé, est-ce qu'ils ont fait les bons choix, voilà, on est vraiment là-dessus, et c'était une très bonne lecture, une belle découverte. Moi je suis contente d'avoir lu ce roman. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai terminé aujourd'hui, et là, dans le train en rentrant, j'avais même pas de marque-page, sous la main parce que celui-ci était rangé au fond de mon sac, j'avais la flemme d'aller le rechercher, voilà ce qu'il en était. Donc, je vais même aller le récupérer tout de suite, hop, mettre comme ça. J'ai débuté ma lecture pour le challenge 12 mois 12 livres, il est temps, on est le 27, 26, on est le 26 juin je crois, donc il est temps de commencer la dernière lecture, la lecture pour le challenge 12 mois 12 livres du mois de juin.
Et donc c'était le jeu des tricheurs qui m'avait été choisi par Page Hélène pour ce mois-ci. Rien ne se brise plus qu'un cœur de tricheur. Donc j'ai lu, je suis à la page 38, je me suis arrêtée là dans le train. Pour l'instant j'aime bien. L'écriture, et en fait j'ai toujours du mal, je crois, quand je me plonge en romance, avec l'écriture. Et je crois que ça me fait ça assez souvent, pas sur tous, du style Westwell, ça ne me l'a pas fait. Love Never Fails, ça me l'a pas fait du tout, parce que c'est des autrices qui ont une plume que j'aime bien. Là, c'est une plume qui est plus... je vais dire basique, mais c'est pas basique, enfin qui est plus vulgaire en tout cas, et vulgaire pas dans le sens des gros mots, mais qui est plus vulgarisante sur les phrases et les mots, qui moi me correspond un peu moins. Et en fait c'est plutôt au début, à chaque fois j'ai un peu de mal à me mettre dans ce style là, et une fois lancé ça me pose plus de problème. Donc là les premières pages j'ai eu un peu plus de mal, alors pas le prologue, parce que le prologue on était vraiment sur l'enfance, mais c'était au début du chapitre 1, j'ai un peu titillé et puis après ça allait mieux. Donc voilà, j'espère bien aimer. J'ai regardé sur Babelio, les avis sont quand même très très bons sur ce roman là, donc écoutez, affaire à suivre. Voilà, vous avez un vlog qui est totalement éclectique en termes de lecture comme d'habitude. Je crois qu'on n'a pas parlé polar cette semaine et ce sera pas le cas, parce que je sais que si j'arrivais à le terminer demain, je serais ultra heureuse, mais je suis pas certaine. Samedi c'est sûr, je ne lirai pas à mon avis, mais alors pas du tout samedi. Et dimanche, vous aurez déjà le vlog, pardon. Donc à mon avis ça sera la dernière lecture en tout cas du vlog. Voilà, donc sur ce, cette fois-ci je vous laisse vraiment, je vais aller faire à manger parce que j'ai faim, prendre ma douche et puis bouquiner, me remettre dans mon livre, et j'aimerais bien arriver jusqu'à la page 150 ce soir. Je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà 20h je crois. Non ? Je crois qu'il est 20h, mais en fait mon horloge je crois qu'elle est pas à l'heure parce qu'il me dit qu'il est 7h10 et en fait je crois qu'il est 20h10. Voilà, bon, bref, je vais faire à manger. Et puis je vous retrouve demain, ou sinon samedi. Voilà, ciao! Et coucou Booktube, alors on est samedi matin, ça y est c'est le départ pour Créteil-en-Poche, le soleil, j'adore la lumière du matin comme ça. C'est parti pour une très grosse journée, parce que là du coup il est 8h, donc je vais partir dans pas très longtemps. Donc première partie, direction le petit déjeuner Pocket en fait, auquel on est invité juste avant l'ouverture du salon, et ensuite go pour le salon Créteil-en-Poche. Je vais passer toute la journée là-bas avec plein de copines, du perso, en dehors d'Instagram, des copines Instagram. Et voilà, donc ça va être trop chouette et j'ai trop hâte. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Normalement, j'ai vu sur les photos à Créteil, ça a l'air plutôt ombragé. Donc j'espère que ça ira. Et on se retrouve demain, je pense. Je suis pas sûre que je pourrais vous faire des micros comme ça pendant la journée. Donc voilà, très très grosse journée en perspective, mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Voilà, et bien à plus tard.
coucou Booktube. Alors je vous retrouve aujourd'hui, je viens tout juste de rentrer de Créteil en poche. Je suis lessivée, je suis vraiment très fatiguée. J'ai mal à tout mon corps, il est presque 22 h je crois. Et je suis partie à 8 h ce matin, voilà. Donc je vais vous filmer ça en mode très freestyle, histoire de clôturer ce vlog, que vous ayez la fin. Je vais monter tout ça et aller me coucher, et je pense que j'aurais bien mérité cette bonne nuit de sommeil. Alors, plusieurs choses. Donc tout d'abord, donc on est arrivé à Créteil ce matin, il y avait un petit déjeuner organisé par Pocket qui nous permettait de rentrer un tout petit peu plus tôt dans le salon, ce qui était plutôt chouette. On a pu faire notre petit repérage des stands, etc. Et même commencer une ou deux dédicaces, parce qu'il était déjà 10 h, mais le temps qu'il fasse rentrer tout le monde, il n'y avait pas grand monde dans le salon. Et du coup, Pocket nous a offert des petits goodies. Donc on a eu ce bel éventail pour la journée, une petite pochette Pocket Summer Festival, voilà, et un beau tote bag Pocket, voilà. Ça va être du trait à l'arrache. J'espère que vous aimez la spontanéité, parce que ça va être... j'ai posé mes sacs, c'est tout ce que j'ai fait en rentrant chez moi, et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait et tout... voilà, comment s'est passée la journée. Alors, avec moi, j'avais emmené 2 romans à faire dédicacer. C'était le maximum, je crois, de toute façon, de ce qu'on pouvait emmener. Donc, pour ma part, j'avais pris dans mon sac 2 poches. Donc, le Catriona Ward, que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur. Et Adèle Bréau, pareil, ça a été un coup de cœur. Donc, j'ai emmené La dernière maison avant les bois, que j'avais lu dans le cadre, moi, j'étais jury l'année dernière pour les prix Nouvelle Voix du Polar. J'ai pas repostulé cette année parce que ça faisait charge en plus et que j'ai envie absolument de lire des livres de ma palle, donc je suis partie sur autre chose. Mais en plus, les romans en lice me tentaient tous les 4 cette année, mais je me suis dit, je vais pas me mettre ça en plus pour l'été. Mais l'année dernière, moi, c'était celui-ci, mon chouchou, des 4, que ce soit de la sélection française ou étrangère, c'était mon préféré. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman, donc je voulais rencontrer l'autrice et puis lui demander une petite dédicace, ce que j'ai. En plus, elle est américaine, donc elle n'est pas tout le temps en France. Mais voilà, donc j'ai fait... et c'est l'autrice à qui j'ai le plus couru après, parce que j'ai quand même été souvent sous la tente Polar. Et alors, attendez, j'ai un insecte chez moi. Désolée, je pensais que c'était un truc très bizarre, non, c'était juste une mouche, donc je vais me détendre. Et je disais, donc en fait, j'ai été pas mal sous la tente quai du Polar. J'y vais le matin, elle n'était pas à sa place. J'y vais après manger, elle n'était pas là. Avant de ressortir de la tente l'après-midi et de passer à autre chose, je dis, bah attendez, je vais vérifier si Catriona est là ou pas. Toujours pas. Et je reviens en fin de journée et je dis, elle est là, ça y est, je n'aurais pas ramené mon livre pour rien, je peux la voir. Et ensuite, à Adèle Bréau, j'ai été la voir, j'ai eu une petite dédicace aussi. Et je lui ai pris un roman, je vous montrerai ça après. La journée a commencé par la romance. Je suis passée voir C.S. Quill, où j'ai acheté le tome 4 de Campus Driver. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes il y a un bout de temps, bien avant d'être sur Instagram. J'avais acheté le tome 1 au Festival de Paris il y a quelques années de ça. Je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 ans. Et j'ai pas lu, en fait j'attendais que les tomes 4 et 5 sortent en poche, et elle les a écrits plus tard. J'ai attendu un certain temps, et puis après en fait je suis passée à autre chose, et j'étais dans une période où je lisais plus de romance. Mais comme j'en relis, j'ai très envie de découvrir ce tome 4, les avis sont bons, donc j'ai mon petit C.S. Quill. Donc j'ai un bordel monstre dans tous ces sacs, et ça va être très... c'est absolument pas rangé. Je vais déballer avec vous en fait tous mes achats du jour. Voilà, je suis désolée, je suis pas hyper pampelote, mais j'ai mal à la tête et je suis fatiguée vraiment de cette journée. Je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié, ça me reviendra quand je parlerai. Donc ensuite, ce sera le dernier de la journée, celui-là. Parce que je suis passée 2 fois à la caisse, parce que je suis sortie, j'ai mis des trucs à la voiture, j'y suis retournée après. Donc, et mince, j'ai tout déchiré. Hop, donc ensuite, j'ai pris... Alors, je n'ai pas lu des Linda Dane et j'ai pris Scottish Rhapsody. Ah, j'avais oublié que j'avais mis dans ce livre-là. J'ai pris Scottish Rhapsody, donc on reste dans la romance, de Delinda Dane. Elle m'a pitché 3 de ses romans. Elle les pitch très très bien, les 3 me tentaient du coup. Et je suis partie avec celui-ci parce que moi, l'Écosse, elle m'a parlé d'histoire clanique, etc. mais de nos jours. Et ça me tentait totalement. Donc j'ai un vrai amour pour l'Écosse. Donc je suis très très curieuse de découvrir ce petit roman. Voilà, je regardais s'il y avait les couves de ces autres romans qu'elle m'a pitché. Alors elle m'a pitché Stairway to Heaven qui me tentait bien.
celui-là, et un autre mais qui n'est pas là, qui était Love Charlie. Et j'ai vraiment hésité entre les trois et je suis partie là-dessus. Le clan des Cameron n'était pas prêt pour l'arrivée d'Erin Wallace. Voilà, enfin moi je suis très tentée par ce roman, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, grâce au titre en fait avec le Scottish. Et je n'avais pas encore craqué en librairie, bah maintenant c'est fait. Ensuite, j'ai un deuxième tote bag alors ça c'est à la caisse, en fait ils nous donnaient des tote bags, donc j'ai eu le tote bag, le livre de poche de l'été. Il y a écrit « C'est l'amour à la plage ». Et en fait, ils nous agrafent une fois qu'on a payé nos tickets de caisse sur le sac. Alors ça, du coup, c'est le sac des romans offerts par une amie pour mon anniversaire. Parce que j'avais une copine qui était avec moi aujourd'hui et qui m'a proposé, qui me dit « Est-ce que ça te va si je te donne un budget à Créteil et ça sera pour ton anniversaire ?» Du coup, quand on est passé à la caisse, elle m'a pris une partie de mes achats. Par contre, ah oui, c'est vraiment bousillé dans le sac. Je me suis pris un collector, j'aurais dû le mettre dans une pochette à livres. Parce que je me doutais, ces trucs-là, c'était trop fragile. Et on reste dans la romance et ce sera le dernier. J'ai pris 3 romances. J'ai pris le collector de Russian Mafia. J'espère que je vais aimer du coup. d'Emma Bardio. Et là, on est avec la mafia russe, donc romance un peu sombre. Et on est avec un superbe jaspage. Moi, j'avoue, c'est un peu l'objet livre qui m'a fait craquer. Romance un peu sombre. Et Pavas, il fait presque 700 pages. Et les couves-poches sont comme ça. Enfin, les couves pas collector. Voilà. Et donc, j'ai ma petite dédicace. J'ai le petit marque-page qui va avec. J'ai aucune idée d'accord. Ils le vendent pas très cher, 21,90 pour un collector avec jaspage et tout. Je sais pas à combien sont, du coup, ils doivent être à 18 €, du coup 18, 19. Parce que je m'attendais à du 25 € avec le jaspage. Écoutez, 21 €. Ensuite, dans ce sac, on a les influentes d'Adèle Préau, qui est vraiment, j'ai craqué, j'ai hésité parce que je me suis dit, c'est un grand format, etc. Mais il me tente vraiment beaucoup. J'ai entendu tellement de bien sur ce roman. Et les thématiques me tentent énormément. Donc écoutez, je vais continuer à découvrir Adèle Préau avec sa dernière parution. Ensuite, pour ce tote bag, il reste un roman. Ça, je me suis totalement fait influencer par Magda, où à Vannes, j'avais pas craqué. Et puis là, je me suis dit, bon, il est court, etc. Je vais tester. Si vous la suivez, elle a été avec l'autrice, donc Nadine Mousselet, au Havre, etc., pour passer une journée là-bas, que ce soit immersif et au niveau de son dernier roman. Et elle a vraiment adoré le roman, elle a adoré l'autrice avec qui elle a très bien échangé et elle ne m'en a dit que du bien. Donc à force, écoutez, j'ai craqué pour le tome 1 de sa série, qui est Scalpé dans la baie. Et qui a l'air de se passer au Mont Saint-Michel. Je me suis dit, au pire, si ça me plaît pas, c'est pas très grave, ils sont tout courts, 280 pages, voilà. Ça se lit très facilement en une après-midi, je pense. Donc voilà. Donc voilà pour ce tote bag là. Ah oui, et en fait ça c'était un truc qui était offert à la caisse. J'ai pas lu le résumé, là de prime abord ça me tente pas. La grande à bouche molle. Oh, ça fait un peu de Philippe Jaénada, offert par point. Écoutez, je lirai le résumé plus tard. Là, comme ça, de prime abord, ça me tente pas spécialement. Et c'était les trucs, en fait, où on voyait même pas, mais ils nous mettaient des trucs à la caisse dans les sacs, et voilà. Ensuite, il reste 2 grands formats que j'ai pris. Alors, j'ai craqué pour le fameux qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux quand on aime le polar. J'ai acheté L'Imitateur de Sam Holland. J'ai vu d'extrêmement bonnes chroniques là-dessus. Alors on nous met, il a copié les plus effroyables tueurs en série, maintenant il est prêt à tous les surpasser. Et même la Harper, quand on a discuté un petit peu avec eux de ce roman-là, nous disait mais il est génial, il est page-turner, il est tout ce qu'on aime dans le polar thriller. Voilà, donc écoutez, je vais découvrir avec celui-ci qui pour le coup est un petit pavé, contrairement au Nadine Mousselet, il fait un petit peu plus de 500 pages. Ensuite, ah oui alors ça, je l'ai racheté, mais c'est pas pour moi en fait, c'est pour offrir. Ça c'est un cadeau pour quelqu'un qui ne regarde pas mes vlogs normalement, mais dans le doute je ne dirai rien parce que je ne voudrais pas gâcher la surprise, mais c'est perso, familial, etc. Donc
Donc voilà, j'ai pris ça, donc qui compte pas dans mes achats, on va dire, parce que vraiment, en fait, ça fait un bout de temps que je voulais offrir ce cadeau-là, mais je voulais qu'il soit dédicacé par l'autrice, parce que je l'ai tellement aimé, et Isabelle le sait, donc je voulais un truc encore plus personnalisé que juste lui offrir ce roman-là, je voulais qu'il soit dédicacé par Isabelle. Donc j'ai attendu, ça fait depuis la sortie que j'ai ça en tête, et donc là, je vais pouvoir l'envoyer à la personne en question. Ensuite, j'ai pris Une nuit blanche de Nicolas Druard, roman qui me tente énormément. C'est vraiment un de ceux de l'auteur qui me tente le plus et qui à chaque fois n'est pas dispo en salon. Il est en rupture de stock et c'est ce que l'auteur nous disait. Il en restait 2 quand je l'ai pris. Et Nicolas Druard nous disait, mais ça va faire comme à Lyon, ok, du polar, il n'y en a pas assez et je comprends pas à chaque fois parce que les gens veulent le découvrir par le premier, donc il en vend pas mal. Voilà, donc moi je suis très très curieuse de découvrir Nuit blanche, dont j'ai entendu plein de choses. Et voilà. Ensuite j'ai pris, donc dans le vlog là je vous ai présenté l'apéro polar, le dernier de l'année, donc je vous disais Aranea le tome 2, là je suis retournée voir Alexandre Murat qui est vraiment très sympa et je lui ai pris le tome 1 pour commencer à découvrir tout ça dans l'ordre. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? C'est bien parce que là je vois il y a plein de petits romans et tout, c'est cool. J'ai pris Les fourmis aussi peuvent apprendre à danser de Charlotte Léman. J'ai lu 2 romans de l'autrice qui sont Si la vie te donne des citrons faisant une tarte meringuée et Si l'herbe était vraiment plus verte à la campagne. J'ai adoré ces 2 romans, à la fois feel good, à la fois sensible, etc. Donc j'ai toujours passé un excellent moment de douceur et de bien-être en fait avec les 2 autres romans. À la fois drôle mais avec des sujets... Voilà, et j'ai discuté un peu avec l'autrice de ça et elle me disait que c'était vraiment ce qu'elle voulait mettre dans ses livres, pas juste le côté drôle ou juste le côté hyper moralisateur ou quoi, mais un mix parfait des 2. Donc très curieuse de la découvrir avec un autre de ses romans, vraiment, parce que les 2 que j'ai lus, vraiment adoré. Alors celui-ci je vous montrerai après, on me l'a prêté. Ensuite, j'ai craqué, 2e craquage dû à Magda, pour... juste une fois pour essayer d'Élodie Garnier. En fait, Magda, elle n'a pas lu celui-ci. Elle a lu le dernier de l'autrice, Je n'oublierai jamais ta voix. Et elle nous en a dit extrêmement du bien à moi et d'autres copines. Et sur ses réseaux, elle en a pas mal parlé. Et en fait, j'avais envie de la découvrir, mais avec un poche. Là, j'avoue, j'ai assez craqué comme ça. Donc, j'ai pris son premier, qui est Juste une fois pour essayer. Et je suis vraiment très, très curieuse de découvrir ce petit roman qui m'a l'air extrêmement touchant, sensible, profond. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Le Roi du silence de Claire Favant. Et ça, j'aurais pu m'en passer, en fait, parce que Claire Favant, j'en ai 2 dans ma palle que j'ai pas lu, que à chaque fois j'achète en salon. Enfin, il y en a un des 2, non, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire l'année dernière, que je vais d'ailleurs lire cet été. Et là, j'ai vu Claire, j'en ai profité parce qu'elle va bientôt arrêter les salons, parce qu'elle n'écrit plus. Voilà, donc elle se retire un petit peu du monde littéraire. Donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment, elle a eu son prix, je la reverrai peut-être pas de sitôt. Donc je prends ce livre-là, il sera dédicacé et c'est parfait. J'en ai lu que 2 de Claire Favant, mais j'adore vraiment les 2 que j'ai lus. Donc il faut absolument que je rattrape tout ça. Ensuite, j'ai pris Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, autrice que je vais découvrir, dont j'entends énormément parler et en bien. Donc je suis vraiment très curieuse de la découvrir. Et donc j'ai demandé à Magda, pareil, avec qui j'ai fait les 3/4 du salon, lequel elle me conseillait pour commencer. Donc elle m'a parlé de 2, celui-ci et un autre. Et l'autrice m'a pitché les 2 et je suis partie là-dessus. Voilà, on est sur un huis clos avec une famille, etc. À découvrir prochainement. Ensuite, il m'en reste un. Ah oui, et j'ai pris L'Empathie, le tome 2. Du coup, comme j'ai lu le tome 1, je crois que vous l'avez dans ce début de vlog. Je vais découvrir le tome 2 de L'Empathie. Je me le suis finalement acheté. Et s'il est aussi page-turner que le premier, il devrait se lire assez rapidement. Je me le calerai sur un petit week-end. Voilà. Et l'autre, en fait, c'est du coup ma copine hors Instagram qui m'a offert une partie de ses livres, qui m'a prêté La forêt au violon de Christophe Gély, en fait, parce que je lui disais que j'avais énormément aimé le thé meurtrier, le dernier thé du maître Soho. Et donc moi, je lui prêterai celui-ci, en fait, et elle m'a prêté La forêt au violon, que elle a absolument adoré. Et je suis déçue parce qu'en fait, Christophe Gély, il sera à Créteil, mais le dimanche, donc demain, et donc j'ai pas pu le rencontrer, j'aurais bien aimé, mais c'est pas grave, c'est comme ça.
Voilà, donc ça c'est pas dans les achats. Et donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis à 13 achats. Voilà. La fille de Magdalena nous avait demandé nos pronostics en fait avant salon. De combien est-ce qu'on pensait acheter de livres. Je suis à plus 3 de ce que j'avais dit. Parce que je savais qu'il y avait énormément d'auteurs que je voulais voir. J'avais dit max 10 et je suis à 13. Ça va, ça va, ça va. Et puis j'ai ma petite photo avec Magda où on a fait au photobooth. J'avais oublié que j'avais ça dans le livre en fait. La journée a été tellement dense et intense que j'en oublie ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, etc. Voilà, mais une très très bonne journée, un très beau salon. Franchement, moi je vous recommande vivement si vous avez l'occasion. Bon après là c'est ce qu'on s'est dit, c'était extrêmement agréable parce qu'il faisait beau aussi. C'est vraiment dans les jardins, c'est ombragé, c'est hyper agréable. Je suis désolée, je suis au bout de ma vie. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Créteil, moi c'est vraiment un salon que je vous recommanderais plus que le Festival Paris par exemple, parce que moi j'ai un avis qui est quand même assez pas mitigé sur Festival Paris, mais c'est pas le meilleur salon quoi. Enfin moi c'est vraiment au final peut-être celui que j'aime le moins, parce que c'est trop gros, parce que les auteurs ont pas le temps, parce que c'est une usine. Alors c'est bien, hein, franchement c'était chouette, j'ai passé un bon moment. Mais niveau organisation, c'est le bazar. Enfin, mais c'est pas le bazar dû aux équipes, c'est le bazar parce qu'il y a beaucoup trop de gens. C'est une usine en fait, que ce soit en termes d'auteurs, de maisons, les auteurs, on n'a pas le temps de les voir. Ils sont là sur des créneaux de 2 heures maximum. C'est très très compliqué. Ils changent de stand. Un coup ils sont aux poches, un coup ils sont au grand format. Que là, Émilie qui était avec moi, donc une amie, et qui n'a fait que le salon du livre de Paris, me dit mais c'est génial, les auteurs sont là toute la journée en fait, enfin de 10h à 19h, ils bougent pas. Ils sont là à leur stand, s'ils viennent, ils viennent pour la journée, voilà, ou la demi-journée. C'est une autre organisation, c'est une autre manière de faire, mais moi j'aime bien en fait, j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis j'ai adoré Vannes, j'aime beaucoup Là j'ai beaucoup aimé Créteil, parce qu'en fait c'est plus grand. Je pense que ouais, c'est quand même, il y a plus d'auteurs qu'à Vannes. C'est beaucoup plus grand que Mulhouse, ce festival sans nom. J'ai pas fait énormément de salons, mais ceux que j'ai fait en dehors de Paris, pour moi, sont tellement mieux. C'est horrible de dire ça, hein, mais parce qu'on est à Paris, etc. Mais vraiment, j'aime beaucoup les salons en dehors de Paris. Et là, Créteil, eh ben, franchement, vraiment beaucoup aimé. Je pense que s'il avait plu, je vous dirais peut-être moins ça, que j'aurais peut-être plus apprécié avec du beau temps. Mais vraiment, très très heureuse de ce salon. De cette journée, c'était top, vraiment un super moment, c'était hyper agréable. Et du coup, j'ai croisé Eva, j'ai fait le salon avec Magda et sa fille principalement, puis on est partis avec la même voiture, donc forcément, on était beaucoup ensemble. J'ai une copine du coup perso qui m'a rejointe. Je pensais voir d'autres personnes en perso, mais pas le temps et trop de monde et on s'est pas vu. Mais voilà, enfin d'amis, etc. Mais vraiment en dehors d'Instagram. Et enfin, qui sont restés moins longtemps. Je les ai cherchés, je les ai pas vus en passant, puis inversement. Mais voilà, franchement, un très chouette salon que moi je vous conseille vivement. Attention, gros craquage en vue. Et je me suis un peu déculpabilisée parce que quand je revenais d'avoir posé une grosse partie de tout ça à la voiture, je vois un monsieur assis sur un banc avec tous les livres qu'il avait pris. Il avait un tote bag comme ça, mais rempli à ras-bord de livres, vous savez, empilés, donc en poche. Et il avait une autre pile en poche qui était équivalent. Et je me suis dit, ce monsieur a dépensé bien plus que moi. Mais je me suis dit, ce monsieur, à mon avis, est à la retraite et il peut lire encore plus que moi, etc. Mais ouais, enfin bon, bref. Parce qu'en fait, moi, j'adore tout ça, mais je ne me contrôle pas. Enfin, c'est ce que disait Magda, on parlait de ça tout à l'heure et en mangeant. Et où elle disait, enfin, elle a un rapport au livre qui est incontrôlable. En fait, je pense que j'ai totalement la même chose parce que je vais en salon, je veux voir les auteurs, je veux discuter avec eux, je veux leur acheter d'autres romans, je veux en lire davantage et j'ai ce truc de ça ne s'arrête jamais. J'ai une frénésie d'envie livresque et c'est même pas une frénésie d'achat que j'ai, c'est une frénésie de découvrir ces romans-là. Et c'est génial. Mais c'est vrai qu'en fait, après, ça me crée, pas une angoisse, hein, c'est pas le mot, mais une anxiété, enfin j'essaye de trouver un mot qui serait un peu plus atténué, mais vous voyez l'idée, d'avoir tout ça à la maison et de me dire, alors Magda, je ne sais pas que ça lui faisait ça, mais moi en tout cas, je peux vous dire que ça me fait ça, mais où j'ai tout ça et je me dis, mais j'aimerais tellement tout lire, j'aimerais tellement lire celui-ci qui me tente, etc. Et ça me crée ce truc de,
faut que j'avance. Donc c'est pour ça, là, je me fixe ce truc pour l'été, de lire les livres que j'ai sélectionnés pour le challenge. Ce que je disais en rentrant, où je me suis sélectionné 24 livres, je suis vraiment pas certaine de réussir à lire les 24, mais si j'arrive à en lire au moins 18-20, je serais contente. C'est un défi pour moi, et c'est que des livres qui me tentent énormément, que je veux sortir de ma palle. Donc je me suis dit, ok, tu sors tout ça, et en fait, il faut que j'arrête. Si j'aime, je continue et je fonce. Si j'aime pas, et bah abandon, ciao, on switch. Je suis désolée, vous avez la mouche qui passe depuis tout à l'heure, elle me casse les bonbons. J'irai lui courir après. Mais voilà, donc je me suis dit vraiment, là cet été, j'ai envie efficacité, lecture à fond, etc. Et d'avancer dans tout ça. J'ai 3 semaines de vacances, je crois. Je les ai posées, je sais même plus, bref. Mais je pars un petit peu, j'aurai une partie à la maison, j'aurai une partie en famille. Donc je pourrais pas lire tout le temps sur mes 3 semaines, mais je veux vraiment me dégager du temps. Et au pire, au mois d'août, c'est toujours plus calme, que ce soit au travail ou dans le perso. Donc j'aurai des journées peut-être moins denses et moins stressantes, donc je serai peut-être plus à même de lire davantage en rentrant. Mince. Non, ça vous coupe pas, mais c'est mon téléphone qui me dit qu'il a plus de batterie. Donc il reste 10%, là je vais clôturer de toute façon. Mais je serai plus à même de lire davantage cet été. J'ai mes copines qui seront parties en vacances au mois d'août. Je crois que j'en aurai aucune, mais vraiment aucune en région parisienne. Parce que j'en ai une qui sera en Corse, une qui sera en Grèce, une autre au Portugal. Donc vraiment mes copines ne seront pas là au mois d'août pendant 15 jours, 3 semaines. Donc je vais vraiment être 15 jours, 3 semaines, moi à la maison, où j'aurai rien de particulier à faire le soir. Vous allez vraiment avoir des vlogs lecture, je pense, au mois d'août. Je serai là. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, cette mouche est en train de me rendre dingue. Et j'espère que le vlog vous aura plu. Il est un peu plus long que d'habitude du coup. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire par message si vous avez apprécié ce vlog, s'il y a des lectures qui vous tentent. Peut-être pas dans mon haul de Créteil, c'est peut-être compliqué. Mais enfin, n'hésitez pas, je sais qu'il y en a qui l'ont fait pour Van. Mais dans ce que j'ai lu cette semaine, pas grand-chose au final, je viens de constater. Et... Oh, je suis désolée, plus on peut plus. Et merci, voilà ce que je voulais dire. Merci aux personnes qui sont venues me voir à Créteil. Ça me surprend encore, enfin normal, c'est le tout début. Mais ça me surprend quand on vient me voir en salon et qu'on me dit je regarde tes vidéos, merci, c'est chouette, etc. Et que vous achetez grâce aux avis que je vous donne en fait sur YouTube. Moi c'est vraiment, je le redis, un format que j'aime énormément. YouTube depuis très longtemps, que ce soit en tant que personne qui visionne ces vidéos ou en tant que personne qui vous crée ça maintenant, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc merci d'être venu me voir pour vos retours, pour vos gentils mots, ça m'a fait très plaisir. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, de belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine, du coup début de mon challenge. Une soirée littéraire, une rencontre en librairie et j'ai une soirée boulot, mais qui risque de perturber un peu toute ma semaine parce que mercredi, sachez que je vais être dans une autre stratosphère. Si vous m'envoyez un MP mercredi, sachez qu'il est fort probable que je puisse pas vous répondre ou que ça va être très compliqué. Mercredi, c'est la journée qui m'angoisse à cause de cette soirée au boulot qui n'était pas prévue. J'ai d'autres rendez-vous prévus dans la journée, enfin... Je vais courir vraiment dans toute la région parisienne. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse vraiment là. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, de belles lectures, belle semaine et à très vite. Ciao!